Bonjour à tous. Et si tout ce qu'on croyait savoir sur l'univers, que ce soit le Big Bang, le rôle du hasard, la vie des étoiles, si tout ça était à revoir? Aujourd'hui, on plonge dans une cosmologie vraiment à part, une vision fascinante, tirée d'un texte qui s'appelle le livre de vie. Accrochez-vous, parce que cette vision du cosmos, elle risque de pas mal bousculer les certitudes. Voilà, cette citation, elle vient directement du texte et elle donne le ton, disons-le. C'est une critique assez directe de la science moderne, accusée de se cacher derrière des chiffres énormes, des milliards d'années de hasard, pour ne pas avoir à tout expliquer. C'est une attaque frontale et ça nous prépare à une vision du monde radicalement différente. Alors, on y va. Première idée forte, on oublie le Big Bang. Le texte source ne parle absolument pas d'un univers qui serait né d'une grande explosion et qui serait destiné à mourir. Non, pas du tout. Ce qui est proposé, c'est un cosmos éternel, construit sur des principes qui n'ont rien à voir. Et voilà le cœur du réacteur, si on peut dire. L'univers ne serait donc pas un accident, un coup de chance cosmique, ce serait un domaine éternel, sans aucune limite, et où rien, absolument rien, n'est laissé au hasard. Tout aurait une structure, une logique, une finalité. D'accord, mais qu'est-ce qui fait tourner tout ça? Quel est le moteur de cet univers? C'est là que ça devient vraiment intéressant. La physique de ce monde repose sur une seule et unique force, l'électromagnétisme. Voyons un peu comment ça marche. Le concept absolument central, c'est celui de l'essence. Il faut imaginer une sorte de substance magnétique invisible qui remplit tout l'espace. Selon le texte, cette essence n'est pas juste dans l'espace, elle est l'espace. C'est la matière première brute à partir de laquelle tout, absolument tout, est fabriqué. Et alors, comment passe-t-on de l'invisible au visible? Eh bien, grâce à ce processus en 4 étapes. L'essence, cette énergie pure, se concentre autour d'un astre. Cette concentration la force à s'agréger, à former des particules. Ces particules s'organisent en lignes de force, qui deviennent des anneaux. Et ces anneaux, à leur tour, se condensent pour donner naissance à des lunes ou des planètes. C'est un cycle permanent. Et ce qui va dicter la vie de chaque planète, de chaque étoile, c'est un équilibre tout simple. C'est un peu comme un bilan comptable cosmique. D'un côté, il y a l'apport, l'astre accumule de la matière, il grandit. De l'autre, la dépense. Il rayonne de l'énergie, il perd de la matière. Tant que l'apport est supérieur à la dépense, il grossit. Si la tendance s'inverse, il commence à décliner. Bon, maintenant qu'on a les bases, assemblons les pièces. Dans ce modèle, la frontière entre une planète et une étoile est en fait très floue. Il ne s'agit pas de deux choses différentes, mais plutôt de deux âges, de deux étapes d'une seule et même vie. Cette phrase, elle illustre parfaitement l'idée centrale. Les astres ne sont pas vus comme des cailloux inertes flottant dans le vide. Non, ce sont des entités vivantes qui naissent, qui grandissent et qui peuvent même se reproduire. L'univers entier est en fait présenté comme un gigantesque organisme vivant. Cette comparaison, c'est vraiment la clé pour tout saisir. Prenons Jupiter par exemple. Selon cette théorie, ce n'est pas juste une planète géante, c'est une future étoile, une étoile en préparation. Et notre Soleil, eh bien, il aurait suivi exactement le même chemin il y a bien longtemps. Il aurait été une planète géante qui a grossi avant de finir par s'embraser. Et le texte est assez précis sur ce parcours. Pour qu'une planète géante devienne une étoile, elle doit d'abord créer sa propre famille de satellites, ses propres planètes. C'est une sorte de prérequis. Une fois qu'elle a donné la vie, son activité interne devient si intense que son atmosphère finit par devenir instable et s'enflammer. Et ça, c'est le grand moment, le point culminant de sa vie, l'embrasement. La planète devient une étoile dans une explosion atmosphérique absolument gigantesque. Ça illumine tout, ça envoie une onde de choc et ça projette de la matière et de l'énergie dans tout le système. Un véritable cataclysme, mais un cataclysme créateur. Et cette explosion, justement, elle nous ramène directement à la maison. Parce que, selon cette théorie, c'est précisément cet événement qui explique l'origine de notre planète et, surtout, de sa ressource la plus vitale, l'eau. Alors suivez bien cette chronologie, parce que l'histoire est assez incroyable. L'eau de nos océans, elle ne viendrait pas de la Terre à l'origine. Elle aurait été récoltée au moment de la naissance explosive du Soleil. Notre jeune planète aurait tout simplement traversé un nuage de vapeur d'eau gigantesque laissé par cette explosion, se chargeant au passage de toute l'eau que l'on connaît aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Le texte avance une autre idée assez surprenante. La Lune ne serait pas la fille de la Terre, issue d'une collision, ce serait plutôt une sœur cosmique, une autre planète du système originel qui aurait été capturée par notre gravité lors du grand chambardement qui a suivi l'allumage du Soleil. Bon, pour terminer, prenons un peu de recul et regardons la grande image, la vision d'ensemble de l'univers que ce texte nous propose.
J'aime beaucoup cette analogie, elle est très poétique. Elle résume parfaitement cette vision d'un cosmos organique, presque pastoral, où les galaxies ne sont pas des objets violents, mais des troupeaux qui se nourrissent tranquillement de la substance même de l'espace. C'est une vision très paisible. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Premièrement, que l'univers serait un seul et unique organisme vivant. Deuxièmement, que la matière y suit un cycle éternel de création et de destruction. Troisièmement, que les astres eux-mêmes sont comme des êtres vivants. Ils naissent, grandissent, se reproduisent. Et enfin, le point le plus important, rien ne serait dû au hasard. Tout serait guidé par un principe, un dessein. C'est sur cette question un peu provocatrice qu'on va se quitter. Elle résume bien toute la philosophie de ce texte et elle nous invite à réfléchir, à reconsidérer notre place dans un cosmos qui pourrait être bien différent de celui qu'on imagine.